Salut à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans votre émission d'inspiration et de motivation, Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un acteur dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication au Sénégal qui très tôt a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Monsieur Mamadou Dramé est un jeune Ivoirien qui a su surmonter les difficultés et les obstacles posés sur son chemin et pour qui entreprendre était un challenge depuis sa plus jeune enfance. Il est le cofondateur de Digital School Technology, entreprise spécialisée dans l'implémentation de logiciels d'éducation et de plateformes de formation en ligne dans les universités et les entreprises. Mamadou Dramé dans Leitmotiv, c'est juste après la pub. Man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma reetaan man ma ñëw yow nga jooy man tamit man. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Mamadou Dramé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter sur votre plateau. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Monsieur Mamadou Dramé, comme expliqué dans notre introduction, vous fondez avec un ami en 2013 Digital School Technology, une entreprise spécialisée dans l'éthique appliquée à l'éducation. Racontez-nous votre cursus scolaire. Oui, il faut dire que le cursus, c'est sur plusieurs pays. J'ai d'abord commencé à Abidjan, donc à Treichville où je suis né et j'ai grandi. Ensuite, très tôt, je suis allé vivre au Cameroun, donc avec mon oncle. Ensuite, c'est au Bénin. Donc c'est au Bénin que j'ai eu donc mon bac il y a quelques années déjà, avant d'aller au Sénégal pour poursuivre les études supérieures. Alors, quel genre d'élève étiez-vous à l'école? Je vais dire plutôt calme, je crois. Je ne sais pas si mes amis d'enfance me démentiront, mais je pense que je n'étais pas trop turbulent. Peut-être vers la fin, au lycée, où on se découvre un tout petit peu, donc je commençais à être un peu bavard. Mais bon, comme les notes suivaient, au niveau des études, assez assidu. Voilà, on ne me tenait pas trop rigueur par rapport à ça. Alors, une fois votre bac en poche, vous décidez d'aller étudier à l'étranger. Vous avez toujours rêvé d'aller étudier aux États-Unis, mais c'est finalement à Dakar que vous poursuivez vos études. Pouvez-vous nous raconter cette expérience? Oui, c'est vrai que dès que j'ai eu le bac, au Bénin, tout ce que je voulais, c'était d'aller étudier aux États-Unis. Pour moi, voilà, le pays de Sam et l'anglais. Je voulais vraiment poursuivre mes études là-bas. J'ai pas pu parce qu'on m'a dit tout de suite, bah, écoute, ça coûte trop cher. Les universités privées aux États-Unis ou publiques, bah, écoute, pour quelqu'un qui vient d'une famille de commerçants, voilà. En plus, ça coûte vraiment plus cher qu'en Europe. Exactement. Et moi, je voulais pas forcément de l'Europe. Moi, je voulais vraiment des États-Unis. Et je pense que c'était sur un coup de tête. Moi, je voulais plus rester avec la famille, donc je voulais vraiment aller ailleurs. Et le Sénégal est venu comme un tremplin. J'ai regardé en ligne. Il y avait des amis qui m'ont parlé d'une bonne université là-bas et je pense que j'ai pas regretté. Vous êtes resté combien d'années au Sénégal? Alors, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, je suis allé pour mes études. Je pense que je suis revenu pour bâtir certaines choses au pays, mais je pense que j'y vis toujours. Et vous avez fait quoi comme diplôme? Alors, j'ai fait le CESAC. J'ai d'abord fait un bachelor en technique comptable et financière. Donc, c'est mon premier diplôme en gestion financière. Puis, j'ai fait un master en management. D'accord. Alors, d'où vous est venue cette passion pour les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'éducation? Je pense que c'était très tôt. Je me rappelle déjà que je devais être en 5e ou 4e. En tout cas, dans les années 98 ou 19, il n'y avait pas de cours d'informatique au programme.
J'étais dans un lycée public au Bénin où je suis allé payer le bibliothécaire. C'est là-bas que j'ai pris mes premiers cours. Donc c'était une initiative personnelle et pour apprendre Windows 97 à l'époque et puis les logiciels de publication assistée par ordinateur. Donc je pense que c'est venu très tôt. Et après, je me rappelle que quand je venais encore au Sénégal, le cyber coûtait encore 1000 ou 1500 francs quand j'étais au Bénin. Donc venir et que ça devait me coûter environ 10 ou 15 000 francs par mois parce que c'était partagé avec les autres étudiants. C'était une aubaine pour moi. Donc je passais des nuits aussi bien à l'école qu'à la maison. Donc je pense qu'arriver au Sénégal, ça a vraiment été un déclic parce que l'accès était plus facile à Internet, plus facile aux outils informatiques. Je pense que... Et cette passion s'est développée. Exactement. Alors à travers cette expérience, vous vous rendez compte que le système éducatif sénégalais est très avancé, mais que quelque chose manque. C'est là que vous décidez en 2008 de créer le premier réseau social des alumni de l'école CESAG pour faciliter l'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Expliquez-nous quel a été le déclic quand vous vous êtes lancé dans ce premier projet. Oui, pour quelqu'un qui voulait déjà poursuivre les études aux États-Unis, donc l'inscription se faisait en ligne, donc les plateformes étaient déjà au top, comme on va dire, donc je m'inscrivais en ligne. Par contre, quand je venais au Sénégal, c'était encore papier. Et quand je faisais également des recherches sur ces universités américaines, donc il y avait vraiment beaucoup d'outils dès que vous êtes inscrit dans l'université pour vous accompagner sur le plan numérique. Donc avec la chance que j'avais avec Internet, je me disais pourquoi pas ici. Donc vous n'avez pas la chance de partir, mais je me dis, ben, écoute, ces mêmes mastodontes de l'informatique sont aussi présents dans nos pays, malheureusement pas suffisamment dans le secteur éducation. Donc j'ai commencé à faire quelques recherches et en 2008, j'ai pensé à créer effectivement un réseau social. En fait, c'était une plateforme, si vous voulez, une application en ligne qui nous permettait, les étudiants de cette université, de tout simplement communiquer, partager les informations qu'on avait. Et à l'époque, c'était juste prendre un journal, regarder l'offre d'emploi et de stage et la balancer sur une plateforme en ligne. Donc ça commençait tout doucement comme ça. Alors, vos diplômes en main, vous décidez d'aller à la conquête du marché de l'emploi et vous trouvez votre premier travail ici au Sénégal en tant que consultant financier. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée cette première expérience professionnelle ? Déjà, c'était ce que j'avais appris à l'université, parce que mon premier diplôme, le bachelor, c'était en technique comptable et financière. Et j'avais deux rôles dans cette entreprise. C'était déjà co-animer les formations. Déjà, j'étais assez jeune, mais je pense que je prenais beaucoup de passion pour cette formation. C'était une formation sur le montage financier, les business plans. C'était un programme d'ailleurs financé par la Banque mondiale et la Société financière internationale. Et l'autre volet, c'était d'écrire. Donc, j'étais un passionné également. Donc, vous étiez complètement à l'aise dans cette première expérience professionnelle. J'aimais beaucoup et surtout que je connaissais bien le patron qui m'avait donné la chance d'avoir mon premier stage. Et vous êtes resté combien de temps dans cette entreprise ? 2 années. Ouais. D'accord, d'un stage et après vous avez quand même été confirmé pour un contrat ? Exactement, et je pense que je n'ai pas attendu que le contrat se termine parce que j'ai eu une autre opportunité, mais c'était vraiment la passion de ce que j'avais appris à l'école et puis on touchait aussi de l'informatique parce que, comme j'ai dit, c'était un programme de la Société financière internationale, de la société américaine IBM également. Donc l'idée, c'était d'apporter les outils numériques aux entrepreneurs. Donc, ça se rejoint. Alors, vous faites 2 années dans cette entreprise et vous décidez de vous lancer dans un nouveau challenge en intégrant une multinationale américaine spécialisée dans le domaine de l'informatique. Pourquoi ce changement de cap ? Alors, 3 ans plus tôt, je créais donc le réseau social, donc pour tous les copains ou tous les alumni de cette université-là. Et il y a plusieurs offres qui passaient parce que de bouche à oreille, finalement, les responsables de l'établissement faisaient passer également par notre canal les offres d'emploi exactement. Et moi, j'ai reçu comme ça, comme presque chaque soir, des offres, dont celui-là. Et j'ai lu. Ça me plaisait bien, donc en plus de partager avec les autres, j'ai candidaté et c'était dans une multinationale américaine pour également
un poste de finance, mais dans une société qui était spécialisée dans l'implémentation de logiciels de gestion intégrée. Donc ça collait bien, encore une fois, avec ce que je voulais faire, c'est-à-dire la finance ou le management que j'ai appris à l'école dans un premier temps, et une société qui est 100% dans le numérique. Et vous restez combien de temps dans cette entreprise? Je pense 5 ans, même si j'ai changé de poste à l'intérieur. J'ai été responsable du volet finance dans 3 pays, et ensuite d'un projet d'implémentation même du logiciel de gestion intégrée, donc d'où m'est venue cette passion dans la gestion de projet informatique, et qui m'a tout de suite donné l'idée également de démissionner, de pouvoir me mettre à mon propre compte. Alors, entre-temps, vous ne chômez pas. Votre amour pour les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement vous pousse à créer votre association, Africa School. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs quel est le rôle de cette association? L'idée, c'était la promotion d'éthique appliquée à l'éducation pour que, au sortir des universités ou avant même qu'on soit diplômé, qu'on prenne conscience de ce qu'est le numérique, parce que le numérique est en train de tout révolutionner, et quel que soit le métier que vous aurez à exercer après l'université, il y aura forcément un pendant informatique. Elle existe toujours, cette association? Oui, et elle est moins dynamique qu'au début, parce qu'après je me suis... chacun est dans ses entreprises respectives à travailler. Exactement. À droite, à gauche. Exactement. Mais vous arrivez quand même à vous retrouver, à échanger, à avancer. Exactement. On se réunit toujours autour de cette passion d'éthique appliquée à l'éducation. Oui. Alors, en 2011, vous créez votre premier événement qui s'appelle le Web Corner, le premier salon dédié aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Pourquoi avoir décidé de le faire à ce moment précis? Et pouvez-vous nous raconter comment s'est passé cet événement? Alors, comme je travaillais déjà dans une multinationale américaine, j'ai compris qu'il faut aller vers les gens. Donc, je suis allé vers ces entreprises. On peut les citer, peut-être c'était Microsoft, Samsung et autres. À leur dire, bah, écoutez, je sais que vous avez tel programme aux États-Unis, en France, pourquoi pas ici? Et à chaque fois, je me rendais compte que soit les représentants pays n'avaient pas, je vais dire, les bons contacts au sein des universités, et nos universités aussi pensaient que l'innovation ou l'informatique coûtait assez cher. Donc, c'était juste mettre un pont entre ces deux mondes qui s'étaient déjà reliés dans d'autres pays. Donc, pour moi, un événement, donc le Web Corner, était l'événement idéal pour réunir les entreprises dans l'informatique qui ont une solution dans l'éducation, et les acteurs traditionnels de l'éducation qui sont les enseignants, et également toute la gouvernance de l'éducation. D'accord. En termes d'événements, vous en avez fait d'autres ou alors vous avez... Oui, alors on a labellisé un événement, même si il vient de Web Corner, ça s'appelle EduTech Forum, qu'on a fait à Dakar il y a 2 ans. Donc l'idée c'était de le faire chaque 2 ans. Et à Dakar, on a eu le soutien de la ville de Dakar, de l'UNESCO qui était présent, l'UNICEF également, et beaucoup d'autres acteurs de l'éducation ou du numérique dans l'éducation. Et on espère pouvoir cette année, donc d'ici fin 2018, le faire à Abidjan. Et j'ai également un contact ivoirien qui vit au Canada et qui veut également qu'on puisse faire cet événement. Donc ça s'appelle EduTech Forum, donc le forum d'éthique appliquée à l'éducation, et qui n'est rien d'autre que Web Corner sur une autre forme. Félicitations en tout cas Monsieur Dramé pour cette superbe idée qui découle de Web Corner et qui était vraiment novatrice à l'époque. Je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité, M. Mamadou Dramé, PDG de Digital School Technology, une entreprise spécialisée dans l'éthique appliquée à l'éducation. Alors, doté d'une expérience riche dans le domaine d'éthique et suite au constat que vous avez eu à travers votre salon, le Web Corner, vous décidez alors de vous lancer dans l'entrepreneuriat et créer votre entreprise avec un ami. Sentiez-vous que c'était le moment de créer votre propre structure ?
Oui, pourquoi? Parce que après le Web Corner, comme je disais, j'ai invité plusieurs grandes entreprises qui étaient dans le numérique, dans l'éducation. Je les disais, mais pourquoi telle ou telle autre université n'a pas votre solution? Mais ils disent, mais on n'a pas de partenaire forcément pour le faire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les entreprises de services numériques, donc les plus grands, qui s'occupent à la fois des banques, des assurances, des plus grandes entreprises, et très peu de temps pour aller dans un secteur assez problématique qu'est l'éducation. Donc aujourd'hui, il manquait également ce point, c'est-à-dire une entreprise qui soit spécialisée dans l'éducation, qui comprenne le secteur de l'éducation et en même temps qui comprenne également leurs solutions. Donc je pense que c'était le bon moment, surtout que ça permettrait de faire un volet, je vais dire, social. Mais également de faire du business. Donc l'association Africa School était là, mais on avait l'opportunité de créer Digital School Technologies pour pouvoir faire une meilleure implémentation de ces solutions. Donc pour moi, c'était le bon moment. Alors nous savons tous que l'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde et qu'il y a très souvent des difficultés justement au départ. Alors pouvez-vous nous parler de ces moments-là et nous dire quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, auxquelles vous avez dû faire face lorsque vous vous lanciez dans ce projet? Oui, ce que je veux d'abord dire, c'est que ces difficultés, je pense que pour la plupart des entrepreneurs, ils vont vous dire que voilà, c'est un risque. On comprend également, même si souvent on ne sait pas que ça sera aussi difficile, mais je pense qu'on comprend le risque qu'on prend. Moi, la question, c'était quoi? Est-ce que le domaine dans lequel je me lançais me passionnait? Oui, c'était l'informatique, c'est le numérique, c'est l'éducation. Est-ce que c'était des solutions où des personnes étaient prêtes à payer? Oui, je les avais identifiées. C'était d'une part ces sociétés informatiques elles-mêmes, donc ces éditeurs, d'autre part ces universités ou ces gouvernements, donc j'avais des potentiels clients. Donc à un moment donné, aller chercher les marchés pouvait prendre du temps, mais quand je démissionne pour me mettre à mon propre compte, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de faire le business. Et la petite histoire, c'est que j'ai effectivement démissionné un an après avoir créé. C'est que j'ai créé. Vous le faites donc avec vos économies ou alors vous faites appel à un financement? Alors, pas de financement externe parce qu'on n'avait pas besoin. C'était dans l'informatique. On a nos deux ou trois ordinateurs. Ce que je vais dire, on a commencé même dans mon salon. La petite anecdote, c'est que l'un des éditeurs qui a entendu parler de nous auprès d'un client nous a appelé, je me rappelle bien, un mardi, pour nous dire, écoutez, c'est Digital School, oui, qu'est-ce que vous faites? Donc, on a expliqué, il nous dit, écoute, on aimerait bien visiter vos locaux. Donc, on avait 2 jours, jeudi, pour réellement transformer le studio, donc le salon, en bureau. En bureau. Et on a pu le faire. Il est venu, donc on a rajouté un deuxième bureau, on a prêté des chaises, on s'est fait faire des t-shirts à l'effigie de l'entreprise. Et on l'a reçu. Et pourquoi il a signé avec nous? Parce qu'on était encore une fois. Oui, et il était. En gros, le local importait vraiment peu, mais il faisait face à des jeunes qui lui apportaient une solution pour pouvoir déployer ses applications et on a cheminé ensemble. Donc, Mais à aucun moment vous avez eu envie d'abandonner ou à aucun moment vous n'avez regretté d'avoir quitté votre emploi pour justement vous lancer dans… Bien évidemment. Déjà, ça n'a pas été forcément… facile de quitter parce que c'était un salaire régulier, comme je disais, dans une multinationale. Voilà, on était bien. Une assez bonne place. On était bien. Mais à un moment, c'est vrai que… Mais à un moment donné, on se dit, écoute, il faut se lancer. Il faut se lancer parce que, encore une fois, il y a du business. Moi, je ne dis pas que je me suis lancé parce que, voilà, j'adore ça. Oui, je l'adore. Il ne faut pas se lancer pour se lancer, mais il faut se lancer quand il y a vraiment un réel potentiel. Exactement. Il y avait des bonnes commandes qui étaient déjà assurées et qu'il fallait que je vienne pour que ça soit il y avait une bonne visibilité déjà. Exactement. Mais après, effectivement, les 12 premiers mois étaient difficiles parce que c'est normal. Les 12 premiers mois étaient… c'était vraiment difficile parce que voilà, déjà, on n'est pas habitué à attendre pour qu'on ait ces retours-là. On a déjà nos habitudes mensuelles. Oui, parce que là, c'est plus en tant que salarié. Là, le salaire, il ne tombe pas à la fin du mois. Et là, il faut payer également les autres. Il y a beaucoup d'anecdotes sur ça. L'impôt de l'employeur. D'avoir pris cette décision, justement, d'abandonner la multinationale sécurisée et d'entreprendre, est-ce que votre famille a suivi ou est-ce qu'il y en a qui vous ont découragé?
Ben, je pense que je n'ai pas forcément dit à tout le monde, parce que je me rappelle, mon oncle, avec qui je grandis, qui est mon père, je l'ai dit bien après, parce que je savais qu'il il aurait certainement eu un autre regard dessus, mais pourquoi? Et ça aurait été plus difficile d'expliquer qu'en fait, c'est vrai que tout de suite, on n'a pas les retombées, mais plus tard, on peut avoir. Donc, je n'ai pas forcément dit à tout le monde et aux parents, j'ai expliqué vaguement, sans toutefois rentrer en détail. Je dis, bah, écoutez, ça serait bien. De les rassurer et tout ça. Voilà, mais quand très tôt, vous avez des nominations, vous participez à des programmes parce que les gens reconnaissent ce que vous faites dans ce secteur. Eux-mêmes, ils voient l'évolution. Ils se disent que bon, voilà, ils ne peuvent que vous encourager finalement. Ouais. Alors, quel regard portez-vous sur votre secteur d'activité à cette période? Je pense que à cette période, encore une fois, le numérique jusqu'à aujourd'hui est encore perçu pour certains comme quelque chose de nouveau. On réfléchit encore sur l'impact du numérique dans tous les secteurs. Et comme je disais tantôt, le secteur de l'éducation, c'est vraiment assez particulier. Et je pense que c'est le secteur le plus important d'ailleurs. Donc on a eu un peu de difficulté quand même au départ, parce que vous voyez des enseignants qui ont appris sans le numérique et qu'aujourd'hui ils font face à ce numérique ou à des étudiants qui maîtrisent très bien le numérique. C'est un peu difficile de basculer. Heureusement qu'il y en a qui font de la veille technologique, qui comprennent et qui nous accompagnent. Mais je pense que le secteur de l'éducation, en tout cas du numérique dans l'éducation, s'est beaucoup transformé dans les 10 dernières années. Beaucoup. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui de la réalité virtuelle appliquée à l'éducation, on parle aujourd'hui de comment est-ce que le big data peut aider à avoir un meilleur enseignement, un enseignement de qualité, parce que les données peuvent nous aider et je pense que le secteur se transforme de plus en plus et je pense que même le secteur de l'éducation, pour ne pas dire les plus grandes innovations sont nées dans les universités, donc Google, Microsoft, tous ces grands. Ce sont des projets qui sortent des garages parce qu'ils étaient encore étudiants. Alors, vous vous lancez dans ce projet qui n'est pas facile au départ, mais à force de travail et de persévérance, vous obtenez votre premier contrat avec l'un des leaders mondiaux dans ce domaine pour déployer leur logiciel éducatif dans 3 établissements sénégalais. Comment avez-vous réagi à cela? Oui, alors il y a tout un fil. Vous vous rappelez, on parlait de WebConner qui était un événement parce que je travaillais déjà ailleurs. On regroupe l'ensemble de ces éditeurs-là pour parler du numérique à l'éducation. Et la question qui se pose, c'est pourquoi vos solutions ne sont pas dans ces entreprises, dans ces universités? C'est parce qu'on n'a pas d'entreprise spécialisée. Et l'histoire, c'est que celui qui nous donne ce contrat travaillait dans une autre firme. Donc, on l'avait invité dans le WebConner. Donc, quand il est allé dans cette firme américaine, il a pensé tout de suite à nous. Il nous a dit, bah, écoute, c'est un challenge pour nous. On a la plus grande université. On a envie de faire un redéploiement de notre solution. Et tout de suite, ça a été, je pense, notre première réussite parce que c'était la plus grande université. Et c'est comme ça que les autres ont entendu parler de nous. Alors, vous commencez à vous faire connaître dans votre domaine, comme je disais, et vous êtes contacté par une autre multinationale américaine spécialisée dans l'éthique qui souhaite tout de suite vous rencontrer dans le but de travailler avec vous. Alors, le représentant de cette grande entreprise américaine vous signera donc un bon de commande de 25 000 $, si on peut le dire, pour déployer ses suites éducatives dans 10 universités du pays. Étiez-vous préparé à tout ça? Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai démissionné aussi. Parce que bon, on commençait à avoir quelques bons de commande, quelques offres, et à un moment donné, il faut... très encourageant. Exactement. Il faut prendre très vite des décisions. Exactement. Est-ce qu'on était préparé? Je ne sais pas comment répondre, mais ce qui est sûr, on était vraiment prêts. On était prêts parce que voilà, les défis, on ne demandait que ça, que des entreprises nous fassent confiance et qu'on rentre dans les universités parce que des multinationales nous y amenaient. Et je pense que oui, tout s'est enchaîné très vite, mais parce qu'on était également préparé parce qu'on a fait des événements, on a fait des formations gratuites, on a fait des déploiements gratuits dans l'université dont on venait également.
Donc avoir cette opportunité nous a réaffirmé dans ce que nous faisons et nous a aidé également à plus nous structurer, à recruter des personnes pour aider, n'est-ce pas, à faire décoller cette entreprise. Malheureusement, M. Dramé, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons rendez-vous à tous nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite et fin de cette émission qui vous est consacrée. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Young African Leaders Initiative, c'est une initiative du président Obama pour aider à la formation d'une jeunesse africaine. En 2008, donc lors de la première élection, j'étais dans ma chambre d'étudiant. Je n'avais pas encore de télé, j'avais des petites télés là. J'avais une sorte de DVD et c'est sur ça qu'on suivait est-ce qu'il va être président ou pas. Donc je pense que c'était le cas de plusieurs Africains. Donc on se sentait entre guillemets américains, on se disait voilà, c'est vraiment un rêve. Si vous êtes inscrit dans une université ou que vous appreniez quelque chose, allez chercher de vous-même. Et n'attendez pas qu'une personne vienne vers vous. De ne pas se dire parce qu'on est jeune, on a un handicap, c'est pas forcément vrai. Le système est comme ça, où les parents, tout le monde veut effectivement que vous soyez dans des multinationales, ravagées de par le monde. Il y a 10 ans, je ne pensais pas forcément être entrepreneur tout de suite. Man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma ree